nouvel ère, je dirais, de nous accompagner, d'être là aujourd'hui pour présenter cette évolution. Cette évolution, c'est quoi? C'est Crédal bouscule les codes, mais en fait, c'est surtout aussi les entrepreneurs qui sont parmi nous qui bousculent les codes. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui est en train de bousculer les codes habituels ou la vision qu'on avait de l'entrepreneuriat. Et ce qu'on va essayer de vous expliquer, c'est en quoi Crédal tient à être aux côtés de ces entrepreneurs et comment est-ce qu'on essaie de faire. D'abord, un petit mot sur Crédal, parce que Crédal, c'est une coopérative qui existe depuis maintenant plus de 30 ans. Coopérative qui s'est créée à l'origine par des militants anti-apartheid qui avaient découvert que leur épargne était investie en Afrique du Sud, puisque les banques investissaient en Afrique du Sud, et en train de se dire d'un côté on est contre l'apartheid, et puis de l'autre, notre épargne, la banque a réinvesti en Afrique du Sud. C'était donc un électrochoc pour les militants dans les années 80, et c'est comme ça que, se rendant compte que l'argent c'est un pouvoir, mais ça peut aussi être un pouvoir qui sert à améliorer la société dans laquelle on vit. C'est comme ça qu'ils ont décidé de rassembler leur épargne dans une coopérative et d'utiliser cette épargne au profit de projets qui apportent quelque chose à la société dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est la question du sens et du sens de l'argent. Au fur et à mesure, Crédal a construit une certaine vision de ce que peut être la finance solidaire, c'est-à-dire, quelque part, le métier du banquier de base, c'est d'offrir du placement, mais pas n'importe quel placement, parce que c'est du placement fait dans la transparence. Tous nos coopérateurs savent ce qu'on fait avec leur argent, comment ils circulent. Et ce placement, on le transforme en crédit. Et encore une fois, pas n'importe quel crédit, mais des crédits qui soutiennent des projets utiles à la société. La question traditionnelle du banquier, quand il opère le crédit, c'est de se dire, mais au fond, qu'est-ce que je vais faire rembourser? Bien sûr, c'est le cas aussi de Crédal. C'est de gérer correctement l'argent des coopérateurs et de pouvoir le rembourser. Mais on se pose plusieurs autres questions. On se pose comme première autre question, quel est l'impact que l'acte financier, le crédit, va avoir pour le client? Parce que cette situation va être meilleure après garantie. Quel qu'il soit, que ce soit une entreprise, une association, une personne, si ce n'est pas pour avoir une situation améliorée, ce n'est pas la peine. Deuxième question, est-ce que ça a un impact positif sur son environnement social, sur les relations sociales? En exemple, quand on fait du cautionnement, parfois on se retrouve avec plus de disputes qu'autre chose dans les familles. C'est quelque chose auquel on doit être super attentif. Troisième question, est-ce que ça a un impact sur l'environnement, au sens plus général? C'est quand on a réponse à ces trois questions-là qu'on peut se dire qu'on y va. Et d'ailleurs, les comités de crédit, qui sont les instances qui décident de l'octroi d'un crédit, sont toujours composées d'experts financiers et économiques, donc le projet est la route, mais aussi d'experts sociaux, sociétaux. Est-ce que ça vaut la peine pour Crédal d'avancer dans ce projet? Et c'est comme ça que petit à petit, la relation avec le client devient plutôt une relation partenariale. Parce qu'en fait, quand on se pose ces trois questions-là, on se pose la question de savoir est-ce que le projet va réussir. Et à partir du moment où on se pose ces questions-là, on a commencé à développer une troisième ligne dans notre archipel, autour de cette mer de la finance solidaire, c'est celle de l'accompagnement. Et c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place qui puisse permettre d'accompagner le projet pour augmenter ses chances de réussite. C'est autour de ces trois îles que s'est constituée notre vision de ce qu'est la finance solidaire. Aujourd'hui, Crédal, c'est 28 millions d'euros qui ont été déposés par plus de 2200 coopérateurs. Et Crédal est en fait un interface entre des coopérateurs qui placent leur argent et des structures, des associations de personnes qui en ont besoin. Et on transforme ces 28 millions en environ 1 million de crédits chaque année. On s'interdit tout placement financier. L'engagement qu'on a par rapport aux coopérateurs, c'est qu'on confie l'argent, cet argent-là, on l'investit dans l'économie réelle. Et c'est quelque chose qui se traduit par une croissance constante, assez prononcée, 12 à 15% par an. Et si vous voyez les deux lignes, vous voyez d'un côté l'augmentation des fonds et de l'autre l'augmentation de l'entreprise. Et comme vous voyez, ce sont deux lignes qui se confondent quasiment, puisque pour nous, l'engagement qu'on a par rapport à nos coopérateurs, c'est de dire qu'au moins 80% des fonds qui nous sont confiés sont transformés en crédit, sociétal.
Et dans la réalité, en fait, c'est de 90%. Il faut toujours garder un petit peu de l'équilibre quand même pour pouvoir faire face aux besoins ou aux évolutions des demandes. Et donc, pour un ami qui ne comprenait jamais ce que je faisais dans le métier, un jour, je lui ai envoyé ce dessin-là, il m'a téléphoné, il m'a dit, j'ai compris. Transformer l'argent solitaire en argent solidaire, c'était bien vu de la part de Canard, parce qu'effectivement, c'est ça la logique, c'est de faire rentrer quelque chose de ce qu'on thésaurise, de ce qu'on a, de ce qu'on met à la banque, et de le transformer en quelque chose qui s'ouvre sur le monde, qui mène une vie, et au lieu d'être une vie cachée derrière les comptes en banque, une vie ouverte, et une vie centrée sur des projets qui font aussi la qualité de la vie de demain. Et donc, les crédits concours Crédel, ce sont des crédits pour des projets personnels ou collectifs et qui ont un impact positif pour la société. On dit toujours à nos coopérateurs, un dividende économique, un dividende financier chez Crédel, dans le limite, maximum de 10%. L'idée étant plutôt d'essayer de suivre l'inflation, de façon à ce que l'argent ne reste pas de sa valeur, mais l'argent n'est pas là pour faire un petit à poison. Ça, c'est l'idée du crédit, il a surtout un impact et une plus-value sociétale, mais aussi des crédits qu'on essaye d'adapter aux capacités de remboursement, à la situation du projet, à son évolution, ce qu'on peut envisager, et à des taux d'intérêt qui soient évidemment les plus raisonnables possibles. Très important aussi dans le crédit entrepreneurial, c'est que la question de la garantie, évidemment, c'est important parce qu'il faut pouvoir être sûr de pouvoir récupérer l'argent et pas perdre l'argent de l'opérateur, de l'engagement. Mais néanmoins, il existe toute une série de formules qui permettent de mobiliser des garanties. On a par exemple, pour tout ce qui est la microfinance en tout cas, un accord avec le Fonds européen d'investissement qui permet de garantir des crédits. Ça veut dire qu'il y a des moyens créatifs pour trouver des solutions sur la question. Et puis surtout, on peut proposer aussi un accompagnement qui soit le plus adapté possible en fonction du projet et des besoins qu'on peut avoir. Ça nous donne aujourd'hui 4 lignes de crédit. Je dirais le crédit solidaire qui est notre ligne historique, c'est comme ça qu'on a commencé, c'est-à-dire le crédit aux associations, aux entreprises d'économie sociale. Du microcrédit professionnel, ça c'est dans les années 90, on entend parler de Mohamed Toulouse qui invente le microcrédit au Bangladesh. Et où on se dit, est-ce qu'il y a aussi en Belgique des besoins, est-ce qu'il y a aussi des gens qui ont des projets, qui ont des capacités à créer des activités, des métiers, des en œuvre et qui pourtant ne retrouvent pas un soutien bancaire. Et c'est ça que dans les années 90, on s'est rendu compte que la réponse était oui, et qu'on a commencé à faire du microcrédit professionnel. Également du microcrédit personnel, c'est plus du type crédit à la consommation, mais dans une perspective de lutte contre le surendettement, avec toute une dimension pédagogique. Le microcrédit qui s'adresse à ce moment-là uniquement aux instituts bancaires qui n'ont pas accès à la crise bancaire. Si je vous passe ce qui est important à voir, c'est que dans le crédit solidaire, la dimension historique de Crédel, c'est vraiment les associations et les entreprises qui se donnent une vocation uniquement sociale. C'est beaucoup dans le secteur de l'insertion socio-professionnelle, des entreprises de formation par le travail, des entreprises d'insertion, etc. Ce sont des crédits qui peuvent aller dans une ampleur assez vaste, puisqu'on peut commencer à 2500 € sur de très petits crédits jusqu'à 1 million d'euros pour de grandes entreprises d'économie sociale. En 30 ans, c'est un secteur qui s'est développé énormément. Des crédits qui peuvent être des crédits de trésorerie, ça peut être une avance, un crédit de pension par mois, comme ça peut être un investissement sur 20 ans. Et puis le microcrédit professionnel qui lui arrive dans les années 90 et dont le principe c'est de pouvoir, pour des gens qui ont du mal à avoir un accès bancaire, les aider à créer une activité indépendante. Et on sait que l'accès bancaire aujourd'hui, plus que jamais, c'est vraiment une difficulté. Il y a des secteurs entiers qui aujourd'hui sont bloqués dans le monde bancaire. On est dans une période d'aversion du risque. Et même si toutes les publicités nous donnent l'impression que la banque est toujours avec nous et que le banquier est en train de tondre le gazon dans notre jardin et de nous aider à tous les moments de la vie, et en particulier quand on crée une entreprise, on se rend compte que dans la réalité, c'est loin d'être le cas.
Et que si on n'a pas toutes les solidités qu'il faut derrière, on va pouvoir courir beaucoup avant de trouver une solution. On a eu envie aussi il y a quelques années parce qu'on sentait venir ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui. On sentait venir des entrepreneurs qui, même s'ils avaient peu d'accès bancaire, des difficultés, avaient aussi l'envie de concevoir leur entreprise autrement. Et qui s'entraînent leur entreprise dans une vision de société, dans le respect des relations sociales, dans une vision environnementale. Et c'est comme ça que les gens commencé à créer le microcrédit développement durable, qui lui pouvait aller jusqu'à 25 000 €, alors que le microcrédit classique, c'est 15 000 €. Et en fait, on est parti du financement de l'économie sociale, on est passé par l'entrepreneuriat qui ne trouve pas de soutien financier, on se rend compte surtout qu'il y avait une économie en mouvement, qu'il y avait une économie entre cette économie sociale et l'économie classique, une nouvelle économie qui est en train de se créer, de s'inventer. Et pour Crédel, c'est évidemment très important d'être toujours à côté de ceux qui sont en train d'inventer. Ça fait partie de notre spécificité. On n'a pas la lourdeur des banques, on est dans une logique de s'adapter, de rester à l'écoute de ce qui se passe dans la société. Et donc on était interpellés de plus en plus par ces entrepreneurs qui conçoivent leur entreprise, non pas comme une machine à créer des rapports financiers, mais comme un tout. Je peux vous dire, c'est qu'en travaillant surtout sur l'entrepreneuriat féminin, que c'est quelque chose qui est apparu. Vous avez des groupes de formation spécifiques à FAST, à la fin de la preuve. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait des façons de concevoir l'entreprise qui étaient différentes. Et que si là c'était pour encourager l'entrepreneuriat féminin qui restait moins fort que l'entrepreneuriat masculin en termes de nombre, en tout cas en termes de défi, petit à petit, on a appris surtout qu'il y avait moyen de concevoir une entreprise en articulant beaucoup plus vie privée, vie professionnelle, en ayant une vision beaucoup plus large, en concevant le rapport aux concurrents, non pas comme de la concurrence brutale ou comme sur un tapis en train de défendre leur territoire, mais comme étant beaucoup plus dans des collaborations qui s'intègrent et qui deviennent positives pour tout le monde. Petit à petit, on est revenu à cet entrepreneuriat à partir de cette expérience-là pour essayer d'aller soutenir ce qu'on sentait émerger. Et ce qui émerge, ce sont des particuliers, des toutes petites entreprises, des PME, des SBL, des coopératives, des mouvements citoyens, qui prennent toutes sortes de formes. Et la forme, je l'ai dit, de moins en moins l'élément distinguant. Autrefois, coopérative, on dit, voilà. Et puis une SPRL, une société anonyme, là, on se disait, aujourd'hui c'est fini ça. On se rend bien qu'il y a d'autres logiques qui sont en jeu. Il y a aujourd'hui des sociétés anonymes, des SPRL, qui considèrent que l'intérêt général est aussi au cœur de l'activité. Bonjour, bienvenue en tout cas dans cette cantine. Pour la présenter rapidement, c'est le deuxième espace qu'on a ouvert l'année passée au mois de mai, suite à un appel à projet de la commune d'Ixelles pour créer dans cet espace une cantine de quartier. Donc on devait démarrer d'une page blanche pour occuper l'espace et rentrer dans la philosophie, ou en tout cas dans les projets de la Maison de la Solidarité, donc qui est le bâtiment dans lequel on se situe. On y a répondu pour une première raison, c'est qu'après l'ouverture de la première cantine, on s'est rendu compte, je dis on, mais c'est je, enfin, ça me distancie un peu, on s'est rendu compte qu'on ne pourrait pas facilement réaliser tout ce qu'on voulait au sein du premier restaurant pour des raisons d'économie d'échelle. Donc je m'explique, c'est-à-dire on a ouvert un petit café, ouvert en journée, on propose des plats qui changent en fonction des saisons, de l'humeur, de nos fournisseurs, de la météo, donc voilà, c'est une sorte de laboratoire où on essaye autant que faire se peut de travailler avec des produits pour lesquels on a systématiquement eu une réflexion. Donc est-ce qu'on est local, est-ce qu'on est saisonnier, est-ce qu'on est bio ? Est-ce que quand c'est un produit un peu plus exotique, est-ce qu'on est dans la logique du commerce équitable ? Est-ce qu'on est en bio ou bien est-ce qu'on est plutôt en agriculture éco-responsable ? Et donc tout ça à chaque fois nous permettait de faire un peu la cuisine qu'on aime, mais
sur l'horaire que l'on s'était placé, sur les projets qu'on s'était placés aussi en termes de prix, on était très vite limité. Et donc, on n'allait jamais atteindre en fait un équilibre financier qui nous permettait de perdurer. D'où la réflexion aussi d'ouvrir un deuxième espace pour générer en fait des économies d'échelle en termes de production, mais également pour aussi générer des temps pleins, pour ne pas rester dans une logique de précarité dans le secteur de l'ORECA, à savoir de fournir des petits tiers-temps, des mi-temps, avec toutes les difficultés que ça peut engendrer en termes de motivation et de création d'esprit d'équipe. Donc le projet nous a paru possible à l'époque. Et comme on devait démarrer d'une page blanche, on a dû pendant 2 mois vraiment réfléchir à la probabilité d'ouvrir un deuxième espace, que ça allait impliquer, quels allaient être les avantages et les inconvénients. Le gros avantage également, c'est qu'on a fait un coup de poker en fait. On a proposé à la commune d'Ixelles de ne payer quasiment pas de loyer. Donc en l'occurrence, je ne paye que les charges. Voilà, il n'y a rien à cacher, il y a moins de 300 € de location pour l'espace. En contrepartie, la marge bénéficiaire qu'on réalise ici est réinjectée dans une tarification différente en fonction des personnes, en tout cas du statut des personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un plat que je vais proposer à un prix juste, juste s'entend qu'aussi bien l'achat garanti au producteur ou à la personne qui livre de gagner raisonnablement sa vie, à mon personnel d'être raisonnablement payé, à la société de réaliser une marge bénéficiaire raisonnable, donc on est sur du 3%, et bien tout l'argent qu'on récupère est réinjecté dans une diminution des tarifs. Ça veut dire qu'un étudiant, une personne percevant des allocations de chômage ou émergeant du CPAS, un artiste, un jeune entrepreneur, donc une personne comme vous, comme moi, mais une personne qui rame, un pensionné ou une pensionnée, une personne travaillant également pour la commune d'Ixelles, c'est la petite condition, va percevoir une tarification différente jusqu'à 50% moins cher. Voilà. Ça, c'est la première partie, la partie financière. La deuxième partie, c'est que l'espace se veut vraiment un espace de quartier. Ça veut dire que l'on est disponible pour toute organisation, tout événement, parce que le but est clairement de brasser des personnes qui évoluent dans le quartier, qu'elles y habitent, qu'elles y travaillent, qu'elles y étudient, qu'elles y passent tout simplement. On espère, et ça prend forme depuis bientôt 1 an, de créer une sorte de mixité, parfois improbable, mais assez sympathique. En l'occurrence, on avait un kicker qui est en entretien tellement on l'a utilisé, on avait d'un côté la petite jeunesse du quartier en casquette et de l'autre côté on avait des parlementaires européens qui venaient boire un café, c'était assez magique. On a aussi pas mal de parents, c'est un quartier assez mixte mais il y a beaucoup de jeunes familles, donc on a essayé de maximiser aussi les espaces et les accès pour les enfants, les événements pour les enfants aussi, donc on invite des liseuses de contes, on crée des théâtres, des théâtres d'ombre, on essaie d'avoir aussi des après-midi ludiques, donc voilà, on essaie de mettre plein de choses en place pour que les gens prennent l'habitude de venir se rencontrer ici. On espère également à terme avoir de plus en plus de personnes de la maison qui viennent déjeuner. La maison étant pour l'instant en travaux, c'est encore un petit peu vide. Voilà. Que dire d'autre? On essaye maintenant de s'adapter. Le défi économique, en fait, il est également pour nous important de ne pas faire de sacrifices, pas du tout financiers, mais par exemple, en termes d'alimentation, c'est très compliqué d'offrir des remises. Parce que la nourriture a un prix certain et c'est compliqué de vendre en dessous du prix, d'abord d'un aspect légal mais également d'un aspect pédagogique. On ne s'y retrouve pas. C'est important pour nous aussi d'expliquer à un moment donné quand on a par exemple, vous verrez ce midi la petite mousse de carottes qu'on a faite, c'est des carottes qui viennent d'un voisin qui est maraîcher. Je ne sais pas si vous avez déjà ramassé des carottes, mais c'est un travail lourd. C'est lourd, ça prend du temps, c'est passionnant, mais en même temps, je ne peux pas vendre cette mousse de carotte en dessous de son prix. C'est un exemple un peu facile, mais d'où on essaie de créer de la fidélité et de créer de la gratuité sur la logique de la carte de fidélité et de la fréquentation aussi. Pour nous, c'est important. Donc on essaie petit à petit d'être encore plus malin que ce que la loi parfois nous impose, mais de continuer à générer une sorte de solidarité au travers de notre cuisine. Et le tout dernier aspect que je voulais aborder également, c'est que j'étais précédemment formateur en couveuse entreprise en Wallonie. Et grâce à ça, aujourd'hui, je continue un peu à donner formation, mais je rencontre également des maraîchers qui sont maintenant actifs et qui me fournissent
également en produit. Donc je commence petit à petit à avoir le bout de ce projet, de ce rêve, de pouvoir réfléchir avec un maraîcher à une planification de culture pour pouvoir idéalement être en autonomie par rapport à ce que l'on cuisine et dès lors ce que l'on cultive. Voilà. Mon nom est Mila et nous avons créé la marque de vêtements Cool Sugar Mami qui soutient des artistes qui me tiennent à cœur et qui ont vraiment une histoire humaine qui est vraiment encourageante. Ils se retrouvaient avec des moyens économiques assez maigres. Donc ça, c'était vraiment une pièce essentielle de mon petit puzzle. C'est quelque chose qui m'a vraiment fait mal au cœur, mais voilà, j'ai continué mon chemin. Après, toujours grâce au L Belgique, je suis rentrée en contact avec Pierre-André Sénizergue. Pierre-André Sénizergue se veut environnementaliste. Il a d'ailleurs été le producteur exécutif du documentaire de Leonardo DiCaprio, La 11e heure. Mais il est aussi propriétaire de plusieurs marques de sport vendues internationalement. Donc là, c'était déjà aussi une première approche. Lui aussi se veut comme un cool sugar papi. Vraiment, il voulait apporter quelque chose. Et donc, il avait créé ce projet qui s'appelait Collection Pass, qui était une marque de vêtements de luxe, mais complètement durable, se focalisant vraiment sur l'impact environnemental et voulant vraiment bousculer le monde de la high fashion. Puis donc, par après, j'ai encore continué mon chemin. Je suis entrée en contact avec la marque belge exclusive Chauncey, et où là, j'ai pu vraiment voir l'arrière-boutique. Et ce qui, vraiment, alors là, ça a mis, déjà, ça fait 3 pièces de mon puzzle. Et la 4e a été Crédal, qui m'a permis alors de vraiment commencer à lancer quelque chose. Et je me suis retrouvée effectivement dans la présentation parce que c'était même pas un microcrédit, mais dans mon cas, c'était un nanocrédit. C'est vraiment nanocrédit. Et ça a vraiment porté du fruit parce que dans les mois qui vont suivre, eh bien, j'ai été nominée comme jeune créatrice en devenir. Et donc voilà, donc ce nanocrédit a fait la route. Et donc c'est de 4 manières différentes. Cool Sugar Mami veut essayer d'apporter un nouveau modèle économique qui se baserait sur 4 points. Les 4 points, ce sont des partenaires belges avec lesquels je travaille. Que ce sont vraiment des critères environnementaux, fair trade, vraiment être vraiment puriste par rapport à l'impact sur les gens, donc sur tous les acteurs de la chaîne textile, mais aussi avoir que ce soit vraiment bio et positif dans la globalité du projet. Il y aura aussi le nouveau, ce que propose Cool Sugar Mami, ce modèle économique, se base sur la redistribution d'une grosse part des bénéfices aux artistes eux-mêmes. Puisque à la base, je suis photographe de formation, et donc la première phase était d'utiliser les archives de ces artistes pionniers sur des t-shirts et sweatshirts qui mettaient vraiment en lumière leur travail. Puis aussi, une partie des bénéfices auront une finalité sociale, parce que une partie ici, au travers d'un artiste new-yorkais, un des pionniers dans le graffiti sur les trains, lui est décédé du sida. Et donc son frère m'a accordé l'exclusivité de l'utilisation des images, uniquement parce que je vais reverser une partie
à l'hôpital Saint-Pierre, vraiment pour aider pratiquement les malades du sida. Donc voilà, ici on voit au milieu Dondi. Dondi a été vraiment un des tout premiers à peindre sur les trains. Et bon, le graffiti peut-être a effectivement une image négative, mais ce qui m'a vraiment intéressée, ce sont les histoires humaines derrière. C'est vraiment des personnes qui ont essayé de trouver un moyen de pouvoir quand même exister, se créer une identité, d'affirmer leur existence. Quelque chose qui m'a effectivement beaucoup touchée. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Dondi, et cette image d'Henri Chalfant, eh bien, beaucoup de marques ont essayé de pouvoir avoir les droits. Et donc, comme des grosses marques comme Converse, Vans et d'autres. Et donc, moi, petite Mariella, j'ai pu avoir les droits exclusifs sur ces images. Mais grâce effectivement au projet et aux relations privilégiées avec les artistes que j'avais pu tisser au travers des années, grâce à la main aussi tendue du L Belgique. Donc voilà, il y a aussi après effectivement pour terminer très rapidement, la stratégie marketing, ce serait vraiment d'avoir le plus de visibilité possible. Et il y a vraiment du potentiel parce que par rapport aux réseaux sociaux, si on totalise le nombre de fans ou de personnes juste par rapport à Facebook qui suivent tous les artistes qui participent déjà à mon projet, eh bien, on totalise déjà 1 million de personnes. Donc, vous pouvez imaginer si on active ce réseau-là, l'impact que ça pourrait avoir. Mais donc voilà, la commercialisation aura lieu en juin 2015 pour la semaine de la mode homme à Paris. Et la stratégie de commercialisation sera vraiment de se baser sur des boutiques multimarques. Mais voilà, je termine cette présentation ici. Je vous remercie de l'attention et en même temps, je vous fixe rendez-vous peut-être pour juin 2015. Voilà. Je présente le projet La Finca. En fait, le projet La Finca, c'est 2 fondateurs, donc c'est mon mari et moi-même. C'est un projet qui est né très loin d'ici, c'est-à-dire en Colombie, où nous avons vécu pendant 5 ans. Et nous avons vécu dans les régions très productives au niveau du fruit, du légume, avec encore des manières très traditionnelles de culture. Et quand nous sommes revenus après cette fabuleuse expérience en Belgique, il n'était juste pas question de se retrouver dans un bureau derrière un PC. Et on s'est dit, pourquoi pas refaire notre finca, c'est-à-dire une ferme. La finca signifie la ferme en espagnol. Une ferme semi-urbaine, puisque nous nous trouvons en périphérie bruxelloise, sur la commune de Wezenbeek-Oppem. Et une ferme qui cultiverait des fruits et des légumes, mais de manière biologique. Donc, comme vous savez, quand on s'installe comme agriculteur, on ne peut pas demander le certificat bio. Il faut évidemment montrer des preuves, montrer patte blanche pendant un certain nombre d'années, en l'occurrence 3 pour nous. Et après cela, on peut être certifié bio. Donc là, nous commençons notre 3e année de culture. Et donc, tous les fruits et légumes qui sortent de notre champ cette année, à partir du 1er mars, sont certifiés bio. Alors, la grosse difficulté pour la plupart des agriculteurs en Belgique, et ça, c'est pas un secret, c'est l'accès à la terre. Accès dont nous avons été facilités, puisque ma famille étant de la commune de Wezenbeek-Oppem, nous a gracieusement proposé un terrain de 3 hectares. Donc là, le problème de la terre était déjà derrière nous. Et alors, le deuxième problème pour nombreux agriculteurs, c'est la commercialisation de leur production. Et nous avons choisi le circuit court pour justement essayer de contrôler, mais dans le bon sens du terme, tout ce qui va se passer avec notre légume. Donc, on commence bien de la graine, on fait des semis, on les plante en terre, sous serre ou en pleine terre. Ensuite, une fois récoltés, on les lave et puis on les propose au niveau d'un comptoir de vente.
Donc c'est un comptoir qui se situe à 400 mètres de la ferme sur une chaussée commerçante et c'est un comptoir où vous pouvez retrouver notre production mais aussi celle d'autres producteurs certifiés bio ainsi que de tous des produits d'épicerie, des produits finis comme du quinoa, du riz, des confitures, des jus, etc. Et sur place vous pouvez aussi, il y a une petite restauration qui est proposée. Et là, il y a des plats, je crois que c'est un peu comme au Yeti, ça a l'air très sympa. D'ailleurs, voilà, une petite restauration sympa à base de produits bio. Voilà, on travaille aussi avec des petits traiteurs qui soit commencent, soit sont déjà un petit peu confirmés, mais qui ont toujours besoin d'un petit coup de pouce, comme nous, on en a besoin tout au long de notre parcours. Voilà, que vous dire encore? On a eu affaire à Crédal 2 fois. Alors, la première fois, c'était lors du lancement, pour tous les investissements de base, que ce soit au niveau du matériel agricole ou au niveau de l'aménagement de l'espace commercial. Et ça, c'était un crédit de 40 000 €. Ensuite, et on est arrivé à Crédal, c'était important de le dire, suite à 8 refus de banques traditionnelles. Donc, on n'a pas perdu espoir. On a quand même présenté des dossiers dans 8 banques traditionnelles, celles que vous connaissez toutes, pour finir arriver chez Crédal via un ami. Jérôme Rassard en l'occurrence. Et donc, c'est vrai que la bonne surprise, non seulement on a rencontré une équipe très dynamique, mais surtout, ce qu'on ne trouve pas dans les banques, c'est une équipe très qualifiée. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont, s'ils ne sont pas entrepreneurs, en tout cas, ont la fibre de l'entrepreneuriat et savent ce que c'est de lancer un projet. Et ça, c'est ce qu'on n'avait pas du tout retrouvé dans les banques traditionnelles, quoi. Il y en a même qui nous ont avoué qu'ils ne comprenaient pas notre business plan, alors que c'était un logiciel qu'on avait pris sur Internet d'ING, donc c'était assez basique. C'était juste un peu ridicule, les attitudes qu'on avait au sein des banques, enfin, les retours qu'on avait. Donc, on était très contents de trouver un partenaire comme Crédal, et pas seulement un partenaire financier, mais aussi d'accompagnement, comme vous avez fait le point. Ensuite, on a eu affaire à Crédal pour une deuxième étape au sein de notre projet, c'était vraiment développer un volet pédagogique au sein de notre ferme, vu la demande croissante des écoles, des familles pour mettre dans des stages leurs enfants dans des stages de ferme, etc. On s'est dit, mais pourquoi pas ouvrir ce champ qui n'est en fait pas véritablement ouvert au public à des écoles, des collectivités, des associations, des groupes de marche les dimanches qui font une petite balade dans le coin, etc. Donc, on a développé un espace qui s'appelle aujourd'hui l'atelier. C'est un espace de 50 mètres carrés qui est annexé en fait à notre comptoir de vente, dans lequel il y a une cuisine aménagée où nous proposons aujourd'hui des goûters pour enfants, des cours de cuisine, des stages, des ateliers de toutes sortes, mais qui touchent véritablement directement aux valeurs de la finca, c'est-à-dire l'alimentation durable, la production responsable et la consommation évidemment durable. Voilà, donc ça c'est le projet que nous avons et Crédal nous a vraiment accompagnés, on va dire, depuis 2 ans déjà, par l'octroi de ces 2 crédits, mais en plus par les différentes phases d'accompagnement. Et je les en remercie et je suis très contente d'être ici pour pouvoir un petit peu aussi redonner de l'aide qu'on a reçue. Je crois que c'est important que ça aille dans les 2 sens et on ne le dit pas assez. Je crois aux porteurs de projets aussi, on pense avoir reçu tout, mais je pense que c'est important aussi de redonner en retour. Et en tout cas, c'est l'idée qu'on a de la Finca, c'est-à-dire un projet fédérateur au niveau de thèmes comme j'ai cité, mais un projet qui propose et un projet qui reçoit aussi. Je pense que beaucoup du projet a été construit au départ de propositions qui venaient de l'extérieur. Hein. Ça, c'est très, très important et on continuera dans cette voie-là. Voilà, un grand merci. Donc bonjour, je m'appelle Natacha. Ce projet dont je vais vous parler là aujourd'hui, il n'est pas encore arrivé à terme. Je suis en train de le mettre en place depuis à peu près 3 mois maintenant. Moi, mon parcours au départ professionnel, j'étais graphiste depuis 15 ans. J'avais un peu appris à faire ce métier-là de façon manuelle et très vite, je me suis retrouvée coincée devant un ordinateur dont je ne citerai pas la marque. Et très, très vite, mais quand même ça a pris du temps, je me suis rendu compte qu'il fallait que je retrouve
quelque chose de plus manuel. J'avais envie de retrouver un lien avec la matière, avec la fabrication, quelque chose d'un peu plus concret. Et de là, de fil en aiguille, j'ai toujours été attirée un peu par les métiers de bouche. Et j'ai entrepris 2 formations, une de chocolatier confiseur et une autre dans la fabrication de la glace artisanale, que j'ai terminée en 2014, l'année dernière. Donc ça a conforté mon idée, mon envie du moins de travailler effectivement dans quelque chose en lien avec l'alimentaire. Mais ça ne correspondait pas forcément au schéma socio-économique que j'avais envie de porter. Et j'avais dans l'idée, depuis longtemps, plusieurs années même, d'essayer de créer une conserverie solidaire. Et c'est sur cette base-là que je me suis inscrite au stage de co-cooking qui a été organisé par le Crédal à l'automne. Et en fait, au cours de ce stage, je me suis rendu compte que la conserverie, c'était quand même très vaste et très large, qu'il y avait énormément de moyens de conservation. Et mon choix s'est porté sur en fait, la déshydratation, pour plusieurs raisons, diverses et variées. En fait, pour des raisons pratiques, de stockage, et puis aussi parce que la déshydratation, il y a un intérêt qui est très intéressant au niveau du respect du produit, dans le sens où si on déshydrate sans dépasser une certaine température, en l'occurrence c'est ça le 47 degrés Celsius, on va conserver jusqu'à 80% des nutriments comme les vitamines, les enzymes, les sels minéraux, les fibres qu'on aurait dégradés à la cuisson dans une conserverie classique, bocaux ou ce genre de choses. Et en plus, voilà, pour des raisons pratiques aussi, et le fait que ça n'existait pas trop, que ça ne se faisait pas vraiment. Et donc, en me documentant, j'ai fini en plus par trouver des produits qui étaient très très intéressants, assez créatifs, comme des cuirs de fruits. Là, ça c'est une purée de mangue en fait qui a été déshydratée pendant plusieurs heures au déshydrateur avec des petits points de framboise. Là, ça c'est pour que vous puissiez goûter parce que je laisse et puis tu peux faire soirée. Et d'un point de vue créatif, c'est très intéressant. On peut faire des contenants que je vais vous montrer ici. C'est donc en réhydratant le produit avec la salive qu'on va exalter très fort les goûts, en fait, les saveurs. Laissez-en pour tout le monde parce qu'il faut que j'en garde pour Max aussi. Mais et puis ça permet aussi de réaliser finalement des petits contenants pour traiteurs ou restaurateurs ou qui veut, qui peuvent se manger qui sont prêts à remplir. Ça c'est de l'artichaut. Ça c'est de la pomme aromatisée au vin chaud. Là on est de nouveau sur de la mangue avec des points de cassis. Enfin bon, on peut découper à l'emporte-pièce, on peut faire des tours de gâteau, c'est très intéressant. Je pense pour tout le secteur professionnel qui travaille dans l'alimentation, je pense qu'il y a vraiment un potentiel gustatif et créatif assez fort. Avec ça, je me suis lancée aussi dans la fabrication de biscuits. Alors moi je les appelle comme ça, c'est pour les opposer aux biscuits qui sont cuits justement à 180 degrés. C'est des pâtes réalisées à base de graines et de noix et de fruits et ou légumes, épices, etc. Et là encore, c'est déshydraté ensuite à 47 degrés maximum. Donc on se retrouve avec des aliments avec un fort potentiel nutritif encore, quoi. Que je vous en ai préparé quelques-uns. Et avec lesquels aussi on peut s'amuser à leur donner des formes, là encore. Ça c'est sûrement ce qui m'est resté de la chocolaterie en fait, d'essayer de fabriquer avec comme ces cuillères par exemple qui sont ensuite prêtes à tremper dans n'importe quelle sauce ou purée et qu'on peut manger. C'est les mêmes, hein, c'est la même pâte que celle-ci. Mais
je les garde pour les démos. Et voilà, et aussi les sables en fait. Ça c'est mon troisième produit phare. Là je ne sais pas comment je vais réussir à... Ça je peux vous faire passer, c'est des cuirs de poivron jaune ou poivron rouge hein, avec quelques graines de sésame qui au départ sont assez souples. Et une fois que je les ai mises un peu en cigarette russe comme ça, en les repassant au déshydrateur, elles deviennent croustillantes, ça fait des snacks assez sympas. Et les sables, c'est intéressant aussi, mais là, je ne sais pas comment vous les faire goûter. Je peux au moins vous les montrer, en tout cas. Là, on est sur encore de la déshydratation, vraiment totale, jusqu'à réduire en poudre fruits, légumes, aromates, hein, tout ce qu'on veut. Et ensuite, on peut faire... là, c'est pareil, moi, je ne suis pas cuistot, mais j'imagine qu'un cuistot, il peut avoir des tas d'idées, quoi. On peut mettre dans une vinaigrette, dans une omelette, saupoudrer une salade, une viande. Là, il s'agit de carottes, zeste d'orange, cumin, gingembre. Si on trouve des petites cuillères, je peux le faire passer aussi si vous avez envie de voir ce que ça donne. Là, c'est pommes, betteraves, persil. C'est pareil, on a une teinte qui est assez jolie, quoi. Et là encore, on a préservé 80% des nutriments du produit, quoi, tout en lui faisant perdre 80% de son espace. Donc on réduit les stockages, on réduit les coûts de transport, vu qu'on a perdu aussi 80% du poids. Il faut savoir que quand on achète des fruits et des légumes, en fait, on achète 80% d'eau. Hein. Donc voilà. Donc moi, je suis encore en working progress. Donc comme je le disais, dans ce projet, je cherche une cuisine à sous-louer plusieurs demi-journées par semaine pour tester mon activité la première année. Et je cherche aussi maintenant à rencontrer des professionnels pour leur soumettre tous mes produits et voir si éventuellement ils seraient intéressés, avoir plus ou moins des intentions ou pas, pour que je puisse finaliser mon business plan correctement, enfin mon plan financier correctement. Voilà, en gros. À terme, en fait, l'idée, ça serait d'avoir un lieu qui soit vraiment consacré à ça et que je puisse mutualiser également les outils de déshydratation avec les particuliers qui voudraient passer à l'atelier avec une cagette de tomates qu'ils ont eue au moment où c'est la pleine saison. Ils reviennent le lendemain, on les a fait déshydrater, on les a mis sous vide, ils repartent avec pour les consommer comme ils veulent dans les 6 mois à venir. Ou pour des gens qui ont un petit potager, qui voudraient, enfin voilà, pour tout ce qui pourrait être possible avec ça en tout cas. Merci. Donc je suis Anna Balès de Telmi. Avant, je vais vous poser une petite question. À votre avis, dans un circuit classique d'achat, que va devenir ce petite barboteuse très très jolie pour du 6 mois? Qu'est-ce qu'elle va devenir, à votre avis, après? 6 mois, a priori, l'enfant va grandir. Oui. Et après? Ouais. Ça c'est quand on est sensibilisé. 50% des cas, elle va rester dans une belle caisse, derrière la caisse des 3 ans, des 4 ans, au fond du placard, dans la cave. Dans 30% des cas, heureusement, ça repart un petit peu en circulation. Et 20% des cas, c'est jeté. Voilà, donc c'est assez dommage. Et c'est un petit peu pour ça que j'ai créé Telmi. Donc Telmi, c'est de la location de vêtements de très bonne qualité. C'est des vêtements de designer, en fait. Belge-français, c'est fabriqué en France, maximum au Portugal. C'est des vêtements qui sont assez difficilement accessibles à l'achat parce que la moindre pièce coûte entre 40 et 100 euros. Et donc peu de gens peuvent se les offrir, alors qu'à la location, ça coûte une dizaine d'euros et on peut se permettre de porter des choses qui ont des valeurs, c'est-à-dire qui sont écologiques, qui sont socialement responsables. Et donc tout ça, c'est grâce à la location. Donc Telmi existe depuis juin 2014 et inaugure dans 10 jours, le 27 mars, son atelier au Tanner, où on pourra voir l'ensemble de la collection et voir les gens qui sont derrière le projet Telmi et surtout toucher les vêtements et pouvoir vraiment s'imprégner de Telmi.
Et en fait, si Tell Me existe, c'est vraiment, vraiment grâce à Crédal. Et vraiment, je ne mâche pas mes mots parce que c'est une vraie réalité. Crédal m'a d'abord aidé avec un microcrédit de 10 000 € pour tester le concept en 2014. Le concept a été validé. Et cette année, en 2015, j'ai un crédit Impact Plus, donc de 100 000 € pour vraiment lancer l'activité à une échelle plus importante et notamment pouvoir attirer notamment de l'argent extérieur et rencontrer des investisseurs privés qui partagent mes valeurs. Ça, c'est très, très important et c'est ce que Crédal m'a vraiment insufflé, que en fait, c'était possible d'avoir des financements avec des valeurs et pas l'inverse, de ne pas subir le financement. Et donc pour ça, je suis absolument reconnaissante à Crédal et donc au fait que bientôt Tell Me va inonder Bruxelles pour les enfants. Voilà, merci beaucoup.